Dès le début de la Grande Guerre, l'Allemagne attaque l'Angleterre là où elle est le plus vulnérable, son vaste empire, difficile à défendre, mais dont la perte serait fatale. Avec sa nouvelle alliée, la Turquie ottomane, l'Allemagne va étendre la guerre au Proche-Orient, en Asie centrale et en Afrique. La guerre est désormais globale. Si l'Allemagne prit l'initiative de porter la guerre hors d'Europe, ce n'était pas pour accroître son maigre domaine colonial ou pour dominer le monde. Elle visait à soulager la pression sur ses troupes engagées en Europe et à contraindre les Alliés de détourner leurs armées du front principal pour protéger leurs approvisionnements. Dans cette perspective, le rôle des marines françaises et anglaises devint vite capital. Jusqu'à la bataille navale du Jutland en 1916, l'Allemagne ne veut pas risquer ses très grandes unités et les cuirassés lourds contre la Royal Navy. Elle n'aligne donc contre les Alliés que 17 croiseurs, reliés à la mère patrie par la télégraphie sans fil, plus connue sous le nom de TSF. Il s'agit du Königsberg, au large des côtes de l'Afrique de l'Est, du Goeben et du Breslau en Méditerranée, du Dresden et du Karlsruhe dans les Antilles, et du Leipzig près de la côte ouest de l'Amérique. Mais sa plus puissante escadre est basée à Qingdao, en Chine, sous le commandement de l'amiral Graf von Spee. Grâce à cette base, les Allemands disposent d'une vaste zone d'opération en mer de Chine et dans le Pacifique. L'Angleterre identifie le péril, mais manque de ressources pour y faire face. Ainsi, 2 jours après le début de la guerre, elle se tourne vers le Japon. Le Japon, puissance émergente, souhaite alors étendre son influence en Asie. Il est dans son intérêt de répondre à l'appel à l'aide de l'Angleterre. Ensemble, ils vont s'attaquer à la base navale de Qingdao, qui fait la fierté du Kaiser. J'aurais plus honte de capituler devant les Japonais à Qingdao que devant les Russes à Berlin. Le 2 septembre 1914, 60 000 soldats japonais débarquent en Chine. Ils se joignent à 2000 soldats britanniques et font mouvement vers la garnison allemande qui compte 4500 hommes. C'est insupportable. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'attendre sans rien faire l'arrivée de cette bande de traîtres. Chaque jour, ils se rapprochent un peu plus. Personne ne s'attend à rentrer entier à la maison. Aucun espoir de renfort. Le nœud coulant se resserre sur nos coups. Pendant toute une semaine, les Japonais pilonnent Qingdao. Le 11 novembre, ils font une entrée triomphale dans la ville. Les Allemands sont écœurés de voir que les Anglais ont fait faire le sale boulot par les Japonais. Quel courage, ces Britanniques!
Ils n'ont joué aucun rôle dans la prise de Qingdao, mais ils se sont joints au défilé de la victoire. Sur leur passage, nous, les Allemands, nous avons reçu l'ordre de tourner le dos. Les Anglais se sont plaints au commandant japonais, mais il leur a répondu « Nous ne pouvons pas refaire tout le défilé juste à cause de ça ». Contrairement aux espoirs britanniques, la perte de Qingdao n'affecte pas vraiment l'escadre de l'amiral von Spee. Ravitaillée en mer par des navires marchands très discrets, elle étend son champ d'action au monde entier. Les commandants d'escadre allemands, comme Spee, étaient des francs-tireurs que la guerre allait bientôt transformer en héros. Des formidables navigateurs avec des instincts de pirates. Et le Kaiser leur avait donné carte blanche en termes grandiloquents. L'isolement dans lequel se trouvent ces navires va accroître les lourdes responsabilités du commandant en chef. Mais il ne doit jamais montrer un instant de faiblesse. Avant tout, il doit avoir à l'esprit que la mission principale est d'infliger à l'ennemi autant de dégâts que possible. Von Spee partage son escadre. Sous le commandement du capitaine Karl von Müller, le croiseur léger Emden met le cap sur le golfe du Bengale. Spee, avec le croiseur lourd Scharnhorst et une flottille de corvettes, traverse le Pacifique. Je n'ai pour ainsi dire plus de maison. Je ne peux pas atteindre l'Allemagne. Il me faut labourer les mers du monde en faisant le plus de mal possible. Et c'est exactement ce qu'il fait à la bataille de Coronel, le 1er novembre 1914, au large des côtes chiliennes. Deux grosses unités anglaises sont envoyées par le fond avec leurs 1600 marins. La Royal Navy n'avait pas subi pareille défaite depuis 2 siècles et demi. Cependant, l'Emden sème le chaos dans la flotte marchande britannique de l'océan Indien. Le capitaine Müller est devenu célèbre pour avoir mis les équipages et les passagers en sécurité sur le Emden avant de couler leur navire. En 1932, les Allemands ont consacré un documentaire à ses exploits. Nous leur donnions toujours le temps d'emporter leurs effets personnels. D'habitude, ils mettaient ce temps à profit pour s'assurer que leurs précieuses réserves de whisky ne profiteraient pas aux poissons. Müller relâche ensuite ses passagers reconnaissants. L'Emden inquiète tant l'amirauté britannique qu'elle fait dresser cette carte pour tenter de le localiser. Müller a même l'audace de pénétrer dans le port indien de Madras. Un de ses matelots a écrit dans son journal « 22 septembre 1914, 21h30. L'Emden se rapproche furtivement, puis tire 125 coups de canon. Des bateaux dans le port sont touchés. D'énormes colonnes de feu jaillissent des réservoirs pétroliers. La défense côtière ouvre le feu, mais elle tire trop court. 23 septembre. Nous sommes maintenant à 160 km de là. Nous pouvons toujours voir les incendies à Madras. Ces exploits coûtent cher aux armateurs et assureurs de Londres, à tel point que toute la flotte marchande britannique dans le golfe du Bengale reste immobilisée à quai plutôt que de servir de proie à l'audacieux capitaine Müller. Cela nuit à l'effort de guerre. 3 transports sont retardés à Calcutta par crainte de l'Emden. Ceci implique des délais dans l'acheminement de pièces d'artillerie et de cavalerie. Le cabinet a pris une position ferme. L'éradication de ces véritables pestes est une nécessité de la plus haute importance. Le 9 novembre 1914, l'Emden jette l'ancre dans les îles Cocos. Son objectif est de détruire une station TSF britannique, nœud de communication stratégique entre la Grande-Bretagne et l'Australie. Mais l'opérateur télégraphiste le découvre et appelle à l'aide. Le croiseur australien Sydney capte le signal et après 90 minutes de combat, met un terme à la carrière de l'Emden.
La chance tourne également pour l'amiral Graf von Spee. Afin de mettre un terme à ses activités, l'Angleterre a pris le risque de retirer 2 de ses plus récents croiseurs de bataille qui participaient au blocus de la flotte allemande en mer du Nord. Le 8 décembre 1914, les Allemands les repèrent alors qu'ils charbonnent à Port Stanley, dans les îles Malouines. Ils tentent de fuir, mais les croiseurs britanniques sont trop rapides. À bord du navire de Sa Majesté Canopus, le lieutenant Harry Bennett est témoin de la bataille et il peint ses aquarelles. À 16h17, le Scharnhorst est envoyé par le fond avec von Spee et tout son équipage. À 18h02, c'est au tour du Gneisenau. Il y a quelques rescapés, mais Heinrich, le fils cadet de l'amiral, n'est pas du nombre. Son aîné, Otto, se trouvait à bord du Nürnberg, voué au même sort. Ce fut une vision effroyable. Le navire se retourna et sombra avec grâce, tel un gobelet qu'on enfonce dans l'eau. Ceux qui allèrent par le fond avec lui furent stoïques jusqu'au bout. Nous vîmes un groupe d'hommes debout sur le gaillard d'arrière, qui hissait le pavillon allemand, tandis que le bâtiment coulait. Ils descendirent avec lui dans la tombe. La bataille des Malouines annonce la fin de la campagne des croiseurs corsaires allemands. Dorénavant, la guerre mondiale se poursuit essentiellement sur terre. Encore une fois, le commandement allié doit puiser dans ses maigres ressources pour parer à la menace. En attaquant les Allemands dans l'Est africain, la Grande-Bretagne entend seulement neutraliser leurs bases navales et leurs stations de TSF. Mais ces escarmouches deviennent une campagne à grande échelle quand elle s'en prend à Tanga, un petit port de colonie allemand du Tanganyika en Afrique orientale, commandé par un officier aussi farouche que déterminé, le lieutenant-colonel Paul von Lettow-Vorbeck. Von Lettow était un soldat remarquable, mais obstiné et résolu à un point que je n'avais heureusement jamais connu auparavant. Sa plus remarquable qualité, c'était l'énergique audace avec laquelle il poursuivait ses objectifs. Il pouvait la masquer sous son charme convaincant s'il le voulait. Sur le bateau qui l'emmène vers l'Afrique, von Lettow fait la connaissance de l'écrivain danoise Karen Blixen, auteur entre autres de Out of Africa. Pour elle, l'officier déploie tout son charme. Un officier allemand, von Lettow, qui appartient à une très ancienne famille du Mecklembourg, a été un de mes meilleurs amis. Il faut voir comme il parle de lui là-bas, comme du plus grand génie de l'époque. Les Anglais pensent que la conquête de Tanga ne sera qu'une formalité. Mais ils se trouvent confrontés à une vive résistance des Allemands et de leurs troupes indigènes. Pour éviter sa destruction, le gouverneur Schnee ordonne à von Lettow d'évacuer la ville. Mais il est venu en Afrique pour se battre. Il était essentiel que l'ennemi ne prenne pas pied à Tanga, ce qui lui aurait procuré une base pour avancer vers le nord. Je ne pouvais pas laisser l'ordre du gouverneur d'épargner Tanga prévaloir sur cette nécessité. À bicyclette, von Lettow va personnellement repérer les positions britanniques. Il appelle aussi des renforts. Les grandes puissances engagent leurs troupes coloniales. Ici, le 4 novembre 1914, une brigade d'infanterie composée essentiellement d'Africains au service des Allemands combattit des fantassins indiens au service de Sa Majesté britannique, mal équipés et mal entraînés. Richard Meinert Sagen, officier de renseignement anglais, observe leurs prestations. La moitié du 13e régiment Rajput fit sur le champ demi-tour et se débanda en masse. Je ne pouvais en croire mes yeux. Ils baragouinaient tous comme une bande de vieilles femmes apeurées, et de toute évidence, ils ne voulaient y aller à aucun prix. Dans la forêt épaisse, amis et ennemis mélangés, tous criaient dans un tas de langues. L'ennemi a décampé dans le plus grand désordre, et nos mitrailleuses ont fauché des compagnies entières, jusqu'au dernier homme. La prise de Tanga échoue, et l'Angleterre perd 700 hommes. Lettow, seulement 65. L'Allemagne fait de lui un héros. Un David germanique combat seul le Goliath britannique en Afrique. Des combats analogues ont lieu entre les colonies d'Afrique occidentale française
et les colonies allemandes du Togo et du Cameroun. Mais l'Allemagne veut avant tout porter la guerre au Proche-Orient et en Asie. Pour cela, il lui faut un allié de poids. L'Empire ottoman s'est tiré jadis de la péninsule arabique aux portes de Vienne. Décadent depuis près d'un siècle, il avait perdu un tiers de ses conquêtes. Mais en 1909, une junte de réformateurs nationalistes, connue sous le nom de Jeunes Turcs, lève une armée et renverse Abdülhamid II, le sultan légitime. Il place son frère Mehmed V sur le trône, mais ce dernier n'a pas de réel pouvoir. L'Angleterre ayant méticuleusement contribué à l'affaiblissement de leur empire, les Turcs voyaient dans l'Allemagne un allié potentiel. Enver Pacha, l'un de ces jeunes réformateurs, il avait à peine 32 ans, était vite sorti du lot. Il avait épousé une nièce du sultan et goûté aux délices de Constantinople dans son fastueux palais. Enver Pacha avait été attaché militaire à Berlin et il avait noué en Allemagne de solides amitiés. Mais son calcul était avant tout politique. Si j'aime l'Allemagne, ce n'est pas pour des motifs sentimentaux, mais parce qu'elle ne représente pas un danger pour ma patrie bien-aimée. Au contraire, les intérêts de nos deux pays se confondent. Quant à Guillaume II, il cultivait depuis longtemps ses relations avec la Sublime Porte. Lors de ses visites officielles, il s'affublait d'un fez, le couvre-chef traditionnel des Turcs. La rumeur ayant couru qu'il s'était converti à l'islam et avait fait le pèlerinage à la Mecque, le Hadj, on l'avait surnommé Hadji Wilhelm. Sans aller jusque-là, le Kaiser d'Allemagne voyait dans la Turquie une arme potentielle pour frapper au cœur l'Empire britannique. Nos consuls et agents en Turquie et en Inde doivent exciter tout le monde mahométan à la révolte. Car si nous devons être saignés à mort, l'Angleterre aura au moins perdu l'Inde. En août 1914, l'Allemagne et la Turquie concluent une alliance qui n'implique pas encore la belligérance de cette dernière. Mais en novembre, à l'instigation de l'Allemagne, la Turquie proclame la guerre sainte contre les Alliés, le djihad. En fait, Enver Pacha et les jeunes Turcs étaient plutôt laïcs. Mais les populations alentours étaient majoritairement musulmanes, et il était opportun d'essayer de les réunir sous la bannière turque. C'était un calcul présomptueux, car la plupart avaient gardé un très mauvais souvenir du joug ottoman. Enver Pacha dispose alors d'une armée de 800 000 hommes, principalement composée de Turcs d'Anatolie, mais aussi d'Arabes, de Macédoniens et de Kurdes. En novembre 1914, après avoir fait bombarder Sébastopol et Odessa par ses navires, il met ses armées en marche vers l'Est. Près de 40 ans plus tôt, la Russie s'était approprié un morceau de la Turquie orientale, le long de la frontière du Caucase. Enver Pacha souhaitait ardemment le récupérer. Mais la région était déchirée par des rivalités ethniques. Il y avait des Russes, des Turcs, des Géorgiens, et de part et d'autre de la frontière, des Arméniens de confession chrétienne. Dans le Caucase, il était bien difficile de savoir à qui se fier. En novembre 1914, dans le château d'Erzurum, Enver Pacha, poussé par les Allemands, prend la décision fatale, bien que l'hiver approche, de lancer ses troupes contre la Russie. 300 millions de musulmans gémissent sous leur chaîne, et tous nos anciens compatriotes prient pour notre victoire. Heureux est celui qui tombe pour la foi et la patrie. En avant, toujours plus loin pour la victoire, la gloire, le martyre et le paradis. En décembre, le 9e corps d'armée turc traverse les vallées du Caucase. Leur objectif est de descendre sur la ville de Sarikamish et d'encercler les Russes.
Dans un premier temps, les Russes paniquent et battent en retraite. Mais le thermomètre plonge brusquement. Et les Turcs, mal équipés, sont en difficulté face au général Hiver. Enver Pacha tente de les rassurer. « Je sais que vous n'avez ni manteau ni chaussures, mais l'ennemi a peur de vous. » Les Allemands ont déploré notre lenteur, mais la neige était si épaisse. Les soldats se perdaient la nuit. Certains tentaient d'allumer des feux, mais beaucoup s'endormaient pour ne plus se réveiller. Nous réalisions au matin que la moitié de la division avait gelé à mort. Avant même d'entrer en contact avec les Russes, la rigueur du climat et le terrain difficile avaient tué 25 000 Turcs. Les soldats étaient terrifiés de voir les cadavres gelés et ils commencèrent à déserter. Nous tentions bien de tirer sur les troupes russes, mais les mécanismes de nos armes avaient gelé. Nous tremblons à l'idée de ce que nous avons vécu pendant ces longues et mortelles journées. La grande offensive d'Enver Pacha s'achève en catastrophe. Maintenant, il faut trouver un bouc émissaire. Enver Pacha ne s'attribue pas la responsabilité de la défaite. Il fait porter le blâme sur les Arméniens qui combattent aux côtés des Russes dans le Caucase. La tension entre les Turcs et leurs sujets arméniens n'est pas nouvelle. Mais maintenant, la Turquie craint qu'ils ne jouent la carte de l'indépendance. De toutes parts, les Arméniens se hâtent de s'enrouler dans la glorieuse armée russe. Que les peuples encore sous le joug turc reçoivent la liberté. Que le peuple arménien qui a souffert pour la foi du Christ ressuscite à une nouvelle vie libre sous la protection de la Russie. Les Russes passent maintenant à l'offensive dans des régions de la Turquie peuplées majoritairement d'Arméniens. La Turquie décrète alors des mesures préventives d'une effroyable dureté. Le 26 mai 1915, le ministre de l'Intérieur, Mehmet Talat, prend le décret suivant. Des Arméniens vivant près des zones de guerre ayant attaqué les forces armées et une population innocente, certaines mesures sont adoptées, parmi lesquelles la déportation des Arméniens. L'ambassadeur d'Allemagne en Turquie, le baron von Wangenheim, avertit Berlin du désastre imminent en juillet 1915. Pareille déportation de masse vers une destination éloignée de plusieurs centaines de kilomètres, sans moyens de transport suffisants, à travers des régions n'offrant ni gîte ni nourriture et sujettes à des maladies épidémiques telles que le typhus, coûteront de nombreuses vies, notamment parmi les femmes et les enfants. Armin Wegner, médecin militaire allemand en poste en Turquie, a photographié le calvaire des Arméniens. Et Lely Davis, le consul des États-Unis sur place, rapporta à son ambassadeur « Sœur, il me faut faire état d'une des plus grandes tragédies de toute l'histoire. Un mouvement révolutionnaire de la part de quelques Arméniens a été découvert et des mesures sévères ont été prises pour le réprimer. Il n'est guère fait de distinction entre ceux qui sont totalement innocents et ceux suspectés de participer au dit mouvement. » Les Arméniens furent contraints de marcher à travers ces montagnes. Même les survivants de ce voyage n'étaient pas tirés d'affaire en atteignant la Syrie. Le retrait des Arméniens était devenu une nécessité militaire. Mais hélas, par la faute de mauvais responsables, de graves excès ont eu lieu dans l'exécution de cet ordre. Nous ne sommes pas des sauvages. La sécurité de la Turquie devait primer sur toute autre considération. Paniqué lors de l'avance des Turcs sur Sarıkamış, le tsar de Russie réclame instamment une attaque alliée sur la Turquie pour soulager son front. Ils acceptent. Ceci est l'une des plus grandes campagnes de l'histoire.
Songez à ce que Constantinople est à l'Orient. Plus que ce que représentent Londres, Paris et Berlin réunis pour l'Occident. Songez à ce que sa chute signifiera. Cette bataille aurait pu changer le cours de la guerre. Elle aurait coupé la route de l'Est aux Allemands, débloqué les Balkans et donné accès aux ports russes de la mer Noire, les seuls qui, avec Vladivostok sur le Pacifique, ne sont pas pris par les glaces en hiver. Mais il fallait d'abord que les marines françaises et anglaises forcent le détroit des Dardanelles. Et l'opération navale échoue. Aussi, les Alliés décident-ils d'un débarquement amphibie avec appui naval. Des corps australiens et néo-zélandais se joignent aux troupes françaises et anglaises. Les Turcs savent que la survie de leur pays était en jeu dans ce combat. Behzad Kerim écrit « Je me sacrifierai pour ma foi, mon pays, ma chère Constantinople. J'écraserai les répugnantes mains qui se tendent pour menacer le bonheur de mon vieux père, la vie de mon bébé innocent, l'honneur de ma femme bien-aimée. J'aurai le cœur aussi endurci qu'un Anglais. Oh, Constantinople, perle de mes yeux, ceux qui vont mourir te saluent. » Le 25 avril 1915, 70 000 soldats alliés débarquent sur la péninsule de Gallipoli. Une reconstitution de la bataille a été tournée après-guerre. Le soldat Robert Atkinson était témoin de ce qui fut alors le plus grand débarquement de l'histoire. Des troupes remorquées dans de petits bateaux mettent pied à terre. Bombardement terrible. Bruit affreux. Fort engage. Les Turcs sont surpris. Superbe préparation d'artillerie de la part de la Navy. Scène cauchemardesque. Ma première expérience du combat. Les troupes australiennes et néo-zélandaises sont débarquées au mauvais endroit. 8000 hommes doivent se battre sur les plages d'une anse entourée de collines escarpées. Les Turcs nous ont accueillis en arrosant la mer à coups d'obus à fragmentation shrapnel. Mais très peu de nos hommes ont été tués. Sur la plage, il ne semblait pas y avoir beaucoup d'organisation. En fait, c'était la désorganisation. Mais la tentative de percer se révèle sanglante. Dans ces combats, les Australiens et les Néo-Zélandais forgèrent leur identité nationale. Nous chantions « Ce petit morceau du monde nous appartient », entrecoupé de nombreux jurons et d'acclamations. On a chargé sur une colline si escarpée que par endroits, on ne pouvait que grimper tant bien que mal. On a nettoyé une mitrailleuse et poursuivi. Les hommes tombaient tout autour de moi, c'était dingue, féroce, excitant. Les Alliés auraient passé un meilleur moment si cela n'avait tenu qu'au général allemand von Sanders. Il avait gardé ses troupes en réserve à 15 km de là pour parer à une attaque qui ne vint jamais. Mais, depuis les hauteurs de Gallipoli, Mustafa Kemal, un officier turc de 30 ans à peine, avait aperçu les envahisseurs et vu ses propres troupes fuir à leur approche. « Pourquoi fuyez-vous » demandai-je. « L'ennemi, monsieur, dirent-ils. Vous ne devez pas fuir devant l'ennemi. Nous n'avons pas de munitions, ont-ils répondu. Je leur donnai l'ordre de mettre baïonnette au canon et de se coucher, et comme ils s'exécutaient, l'ennemi en fit autant. Nous avions gagné du temps. Puis Mustafa Kemal proclame l'ordre du jour. Je ne vous ordonne pas d'attaquer, je vous ordonne de mourir. Le temps que nous trouvions la mort, d'autres unités et d'autres chefs seront venus prendre la relève.
Les Turcs parviennent à contenir les Australiens et les Néo-Zélandais dans la baie. Mustafa Kemal, le héros de Gallipoli, devint 8 ans plus tard le chef d'État de la Turquie sous le nom de Kemal Atatürk, c'est-à-dire le père des Turcs. Le débarquement britannique s'est mal passé. Le commandement ennemi envoyait les hommes sur les rampes de débarquement. Mais ils ne pouvaient échapper aux balles turques. Notre feu, très efficace, culbutait l'ennemi dans la mer. Les plages du débarquement étaient couvertes de cadavres, comme des bancs de poissons échoués. Leur sang colorait la mer. Les autres débarquements réussissent, mais l'exploitation de ces succès est trop tardive. Mal coordonnée par le général anglais Ian Hamilton, la campagne des Alliés s'enlise, comme sur le front français, dans une guerre de tranchées. Les conditions sur le terrain sont terribles. Chaleur intense, froid mordant et manque d'eau. Lettre du major Burg à sa mère. Très respectée, madame. Assis courageusement à quelques 180 mètres de 2 millions de Turcs assoiffés de sang, je prends ma plume. Le soleil est très chaud et j'ai très soif. La seule chose à boire, c'est l'eau d'un méchant puits dont le goût fait songer qu'il y a une mule crevée dedans. Toutefois, on nous donne des pastilles désinfectantes qui sont très bien et font penser qu'il y a 2 mules crevées dans le puits. À son épouse de lignée royale, de la part de son mari Mustafa Mahomet, capitaine au 13e régiment d'infanterie turque. Oh Ayesha, mon étoile du matin, je prie Dieu de mettre fin à tout cela. Je peux voir notre belle Constantinople en ruine et nos maisons brûlées de fond en comble. Les Anglais sont très tenaces, ils ne craignent pas la mort, ils sont très cruels. Ils nous guettent tels des loups dans la nuit et nous harcèlent comme des diables pendant la journée. Oh, pourquoi avons-nous participé à cette fichue guerre? Oh, douce Ayesha, il me faut maintenant prendre congé de toi, car le soleil se couche, et je dois faire mes dévotions. Dieu te bénisse, Ayesha. Je souhaiterais tant être à la maison pour te rendre hommage. Ayesha ne reçut jamais cette lettre qu'un soldat anglais a trouvée sur un cadavre. Les Turcs perdirent 10 000 hommes en une après-midi. Quand vint l'été, la puanteur des corps était si forte qu'une trêve fut conclue pour les ensevelir. La résolution des Alliés faiblit, comme en témoigne la lettre du lieutenant-colonel Fahrettin à son père. Le moral de ces troupes a sombré au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Les gens du commandement devront finalement rembarquer leurs troupes une de ces nuits. Et c'est exactement ce qu'il advint le 20 décembre 1915. L'officier turc İzzettin Bey est réveillé par son officier d'ordonnance à 3 heures du matin. Ils avaient repéré de nombreuses frégates, des barges de débarquement, et ils pensaient qu'il s'agissait d'une nouvelle invasion. Mais au contraire, les Britanniques s'enfuyaient. Leur situation était devenue sans espoir.
Ce qui venait de se passer, c'était la victoire et la volonté de Dieu. Les Turcs pénètrent dans les tranchées abandonnées. Ils s'abstiennent de tirer sur les Alliés en retraite, trop heureux de les voir partir. Après 9 mois terribles, le silence tombe sur les collines de Gallipoli. Les deux camps y ont laissé près de 250 000 hommes. Mais pour les Turcs, c'est un triomphe. Quand l'ennemi s'est finalement retiré, Istanbul a pavoisé. La nuit, les minarets étaient éclairés avec les lampes à huile. Chacun exultait et des sourires apparaissaient sur les visages émaciés. La Turquie revenait à la vie. Les Alliés ont sous-estimé la capacité de nuisance allemande hors d'Europe, et la résistance des Turcs les a surpris. En Afrique de l'Est, le commandant von Lettow-Vorbeck continue de narguer les Alliés. Heureusement, la Grande-Bretagne dispose de l'Afrique du Sud, un solide dominion qu'elle persuade en 1916 d'intervenir dans le conflit. D'origine néerlandaise, le général Jan Smuts avait combattu les Anglais pendant la guerre des Boers. Devenu pro-britannique et ministre de la guerre du Dominion, c'était plus un politique qu'un militaire. Et nommé commandant en chef du corps expéditionnaire sud-africain, il va devoir affronter le coriace von Lettow. Le Britannique Richard Maynard Sagen avait été placé à ses côtés comme officier de renseignement. Smuts est déterminé à éviter un choc frontal. Il m'a dit qu'il ne pourrait pas se permettre de rentrer en Afrique du Sud avec le surnom de Smuts le boucher. Si von Lettow est malin et Smuts ne l'est pas assez, il va y avoir du grabuge. Malin, l'Allemand l'était. Ici, dans son QG de la gare de Moshi, l'idée lui vient de priver la Grande-Bretagne de main-d'œuvre et de troupes coloniales pour l'Europe en ouvrant un nouveau front en Afrique. La question était de savoir si, avec nos faibles forces, nous pourrions éviter qu'un nombre considérable d'ennemis n'interviennent en Europe ou infliger de substantiels dommages à leurs troupes et à leurs armements. J'étais fermement convaincu que c'était en notre pouvoir. Von Lettow joue au chat et à la souris avec Smuts. Esquivant le combat, il l'attire toujours plus avant dans le continent noir. Ses escarmouches et ses poursuites sèment le deuil et la désolation parmi les populations. Cette guerre se fait littéralement sur le dos des Africains. À eux seuls, les Anglais recrutent pour leur campagne locale plus d'1 million de porteurs. 1 sur 5 meurt de malnutrition ou de maladie. Les combattants indigènes d'Afrique occidentale française ou allemande, des Chinois, des Hindous et bien d'autres connaissent un sort comparable, localement ou sur le front occidental. Ils enduraient paisiblement leur martyre. Ils n'avaient que des devoirs et presque pas de droits. Lourdement chargés, ils vacillaient dans la boue, et ils étaient alors brutalement forcés d'avancer et de rattraper la colonne en marche. Oh, la route de l'Indie était poussiéreuse, et la route de l'Indie était longue. Mais le gars qui faisait le boulot le plus dur, celui qui ne pouvait faire que des bêtises, c'était le porteur Kavirondo, avec son chant « Kavirondo ». C'était « Viens ici, porteur », c'était « Omera, avance !» Et Omera ne murmurait pas, il faisait simplement sa part de travail. Sur un effectif de 20 000 Sud-Africains, plus de la moitié est réformée dans les mois qui suivent le début de cette campagne. Ils sont remplacés par des troupes indigènes venues du Nigeria et du Ghana. Le recrutement de Noirs ne cesse de progresser pendant la guerre. Ainsi, l'effectif du régiment royal de fusiliers passe de 3 000 à 35 000 hommes. Côté français, les régiments de tirailleurs sénégalais ou de goumiers marocains connaissent un essor comparable.
L'écrivain Fololiani Lugwe a parlé en leur nom. Imaginez-vous enterré dans un trou, avec seulement votre tête et vos mains qui dépassent et tiennent un fusil. L'odeur de mort est partout. Écoutez le bruit des bombes qui explosent et des mitrailleuses qui crachent. La fumée vous enveloppe, la végétation brûlée, la forêt disparaît. Voyez vos amis se faire tuer, crier et finalement morts. Ces choses, nous les avons vécues et vues. Les empires qui avaient jadis façonné l'Afrique dévastaient maintenant des régions entières de ce continent, comme l'observa le docteur Ludwig Deppe, officier de santé de von Lettow. Nous laissons derrière nous des champs dévastés et dans un avenir immédiat la famine. Nous ne sommes plus désormais les flambeaux de la civilisation. Notre route est jalonnée de morts, de pillages et de villages désertés. Des années s'écouleront avant que le nationalisme africain ne se manifeste, mais la voie avait été ouverte. En 1914, le pasteur africain John Chilembwe mit ouvertement en question les fondements de cette guerre et le rôle qu'y tenait l'Afrique. Que les riches, les banquiers, les nobles, les boutiquiers, les fermiers et les propriétaires aillent à la guerre et se fassent tuer. Mais au lieu de cela, les pauvres Africains, qui ne possèdent rien en ce monde présent, qui dans la mort ne laissent qu'une longue file de veuves et d'orphelins dans le plus grand besoin et dans une extrême détresse, les voilà invités à périr pour une cause qui n'est pas la leur. L'Empire ottoman continue de poser des problèmes aux Alliés. Sa guerre sainte n'enflamme pas l'Orient le moins du monde, mais après sa victoire à Gallipoli, Enver Pacha n'a pas l'intention d'en rester là. Il confie le commandement de ses troupes en Irak au feldmaréchal allemand Colmar von der Goltz, avec mission de porter la guerre en Perse et en Inde. Alors âgé de 72 ans, le maréchal écrit à sa famille « Je n'aurais jamais imaginé que dans mes vieux jours, le destin me conduirait si loin, que je marcherais sur les pas d'Alexandre le Grand à travers des pays qui éveillaient notre imagination quand nous étions jeunes. » Pour convaincre les Arabes que les Anglais sont bien les maîtres et non pas les Turcs ou les Allemands, l'Angleterre décide de faire une démonstration de force. La prise de Bagdad ferait sensation au Proche-Orient, notamment en Perse, en Afghanistan et dans nos propres colonies, et contrecarrerait la regrettable impression créée par un manque de succès aux Dardanelles. En mai 1915, une division commandée par le général Charles Townshend remonte donc le Tigre en passant par l'Irak, puis l'ouest de l'Empire ottoman. La 6e armée turque les stoppe à 40 km de Bagdad. Les Anglais se retirent alors sur Kut, une bourgade dans une boucle du Tigre. Encerclés, ils se mettent en état de siège. Les troupes turques sont commandées par von der Goltz lui-même. Malgré son âge, c'est un très habile tacticien. Il se refuse à un assaut frontal. Malheureusement, les Anglais sont bien retranchés et nous n'avons pas les moyens techniques de les déloger. Townshend espère bien être secouru en quelques jours. Mais quand vient janvier, les réserves de nourriture s'épuisent et les renforts n'arrivent toujours pas. Les assiégés en sont réduits à la pire extrémité pour des honorables gentlemen. Il y a 3 semaines, le premier cheval est passé sous le couteau du boucher. Depuis, ils ont été abattus par groupe de 20. Nous les consommons sous forme de steaks et de tartes aux rognons, d'émincés de cheval, de rissolés de cheval, de cassolettes de cheval, de soupe au cheval, de ragoût à la viande de cheval, etc., jusqu'à la nausée.
Des centaines de soldats moururent pendant le siège de la garnison. Les hommes succombent vite maintenant. Les Tommies tiennent mieux que les troupes indiennes, qui refusent de manger les mulets ou les chevaux. Townshend finit par capituler le 29 avril 1916 après 146 jours de siège. Cette défaite est encore plus humiliante que celle de Gallipoli. Quand la guerre s'acheva, plus de 4000 anciens combattants du siège de Kut étaient morts dans des camps de prisonniers, victimes des mauvais traitements turcs et de l'incompétence de leur haut commandement. Ne revenez plus jamais, les gars. Ne revenez plus jamais. On ne s'amuse pas dans ce camp, les gars. On ne s'amuse vraiment pas. Tire le rideau sur ta boutique à souvenirs, colle un avis sur ta porte. On remballe et en route pour le bon vieux Ritz. Et nous ne reviendrons plus jamais, 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 jamais. Le feldmaréchal von der Goltz est mort du typhus peu avant la chute de Kut. Il avait émis cette remarquable prophétie. Pour moi, la présente guerre n'est que le début d'un long processus historique qui devrait marquer finalement la défaite de la suprématie anglaise dans le monde. Le fait marquant du XXe siècle sera sans doute le soulèvement des races de couleur contre l'impérialisme colonial de l'Europe. Les Anglais n'ont jamais capturé von Lettow, qui parada triomphalement dans Berlin en 1919, après l'armistice. Sur les fronts extra-européens, l'Allemagne avait remarquablement combattu, mais finalement perdu ses 17 croiseurs et l'ensemble de ses colonies. Pour contrer les Allemands, les Anglais furent obligés de faire appel aux dominions de la couronne. Leurs habitants prirent conscience de leurs forces et aspirèrent à plus d'autonomie. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et le Canada sont les fruits de la Première Guerre mondiale. En impliquant dans ce conflit barbare plus d'1 million de sujets de leur colonie, les Français perdirent eux aussi ce qui constituait sans doute le ciment de leur empire, leur autorité morale. La guerre de 14-18 a très certainement amorcé le processus de décolonisation dans le monde.